Bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Très bien, oui. Ok, merci bien. Euh, Juste un moment. Ok. Euh, Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier aux organisateurs. C'est un grand plaisir pour moi et aussi un grand honneur d'être là aujourd'hui et d'avoir l'occasion de participer à un projet, c'est-à-dire l'application de l'IPAS en Roumanie, qui, on espère, va changer pour le mieux la vie des gens. Et on n'a pas toujours, tous les jours cette occasion. Et voilà donc l'idée clé de ma présentation parce que finalement, avec ce projet, c'était ça notre intention. On avait pour objectif de construire un plan d'intervention pour améliorer la situation des compétences en lecture et calcul des adultes en Roumanie. Et pour arriver dans ce stade-là, on a besoin d'une compréhension globale qui doit s'appuyer sur des données solides. Et tout simplement, on n'a pas ces données-là en ce qui concerne la Roumanie. Et notre voyage a commencé en 2018 avec des préparations pour rejoindre PIAC, le cycle 2. Pour tout un tas de raisons liées aux défis administratifs, mais aussi aux contraintes financières, ce chose n'a pas été possible. Donc, on n'était pas prête pour rejoindre le cycle de PIAC, puis la pandémie est venue et on s'est retrouvés 5 ans après, donc c'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de pouvoir finalement démarrer une enquête nationale sur un échantillon représentatif pour pouvoir connaître vraiment et pour pouvoir évaluer les compétences en lecture et calcul des adultes en Roumanie. Notre situation initiale avait besoin de tout un tas de connaître tout un tas des aspects qui portaient sur les données, sur les tests cognitifs, mais aussi sur les ressources. Et par cette présentation, l'intention est de servir à autres pays qui éventuellement vont tenter d'appliquer cet outil-là, c'est-à-dire l'IPAS. Et il faut souligner l'importance des données. En ce qui concerne la Roumanie, les seules données solides qu'on peut s'appuyer pour avoir une estimation en ce qui concerne les compétences de lecture et calcul des adultes sont les données rapportées par Eurostat. C'est-à-dire il ne s'agit pas de données acquises à la suite d'une enquête et des tests nationaux. Puis après, donc, mis à part les données, donc on a besoin de ces données. Pour obtenir les données, on a besoin de tests cognitifs. Et idéalement, ces tests-là doivent être des tests, disons, reconnus au niveau international, qui peuvent nous permettre des comparaisons, qui peuvent nous aider d'obtenir des données solides pour pouvoir éventuellement construire un programme d'intervention. Et puis, un dernier point dont on a besoin, mais en effet, c'était le premier point parce qu'on a vu, on a vu ça tout au long de notre projet. On a besoin de beaucoup de ressources. Il s'agit d'abord d'avoir accès au financement pour pouvoir accéder aux outils, aux conseils et à l'accompagnement à l'accompagnement d'appliquer ces outils. Puis après, on a besoin de financement pour la traduction et l'adaptation des tests parce que chaque pays se trouve dans une situation particulière par rapport au contexte culturel. Et il faut bien ancrer toutes les questions dans ce contexte culturel.
On a besoin de financement pour tester la traduction, pour voir si toutes les questions sont comprises par les participants. Et puis après, finalement, on arrive à la partie la plus consistante de cette démarche, c'est-à-dire à la collecte de données et à l'analyse des données. Comme je vous disais, les seules données solides qu'on a aujourd'hui à notre disposition, ce sont les données d'Eurostat. Les données d'Eurostat n'indiquent pas une bonne place pour la Roumanie, qui est bien en bas de la moyenne européenne en ce qui concerne la participation des adultes au programme de formation tout au long de la vie. Donc, il y a 5 ans, et aujourd'hui maintenant, on est dans la situation, on est toujours dans la situation de n'avoir pas des études précédentes pour mesurer les compétences cognitives des adultes et de n'avoir pas des données solides. J'en suis sûre que la pandémie du Covid a montré à tout le monde également, je pense que tous les pays ont leur propre exemple, sur l'importance d'un niveau, je ne sais pas, disons correct, des compétences médiatiques au sein des adultes, d'un niveau d'alphabétisme et de littératie médiatique qui soit compatible avec la vie dans ce milieu digital. Et tout au long de notre démarche, et durant toutes ces années, vous vous imaginez bien sûr que durant 5 ans, on a mis beaucoup de travail en discutant avec les dirigeants et avec les différents responsables qui d'ailleurs se sont succédés au ministère de l'Éducation, du Financement, de la Force du Travail. On avait eu l'occasion donc de s'engager dans des discussions interminables et d'apporter des raisons pourquoi est-ce qu'il faut engager des ressources dans ce projet-là, pourquoi il faut mettre les gens à passer ce genre de test-là et pourquoi il est important de connaître la situation réelle, la situation du terrain. Et nous, on a toujours renforcé nos arguments avec beaucoup d'exemples qui portaient sur ce qui s'est passé durant la pandémie et durant tous les autres exemples de fausses nouvelles qui ont circulé sur la messagerie instantanée, sur les différents réseaux qu'on utilise en Roumanie. Pour avoir une brève idée, disons, sur les étapes dont on a parcouru dans notre projet, je vais insister d'abord seulement sur les étapes importantes, disons sur les étapes clés. Et la première d'entre elles, c'est de travailler sur les instruments de recherche. Donc, notre expérience, c'est qu'il est vraiment, vraiment très important de travailler sur les instruments de recherche. Et ici, on a eu l'appui et la patience de l'Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO. Donc, on a eu accès à la batterie des questions, on a eu accès au questionnaire de fond et aussi aux tests cognitifs et on a aussi eu l'occasion d'échanger avec eux sur les différentes versions, sur la manière de poser une question ou une autre. Donc, ils ont été en vrai... ils nous ont été beaucoup, donc on a eu l'occasion d'avoir des échanges réels. Afin de pouvoir aboutir à la meilleure forme de notre questionnaire.
Puis après, parce que la Roumanie était intéressée d'avoir des données sur des autres dimensions, outre que les compétences de lecture et de calcul des adultes en Roumanie, on a ajouté, donc on a développé, disons, le questionnaire en ajoutant deux autres questionnaires, c'est-à-dire un Internet Skills Scales, donc une échelle de compétences sur Internet, et une échelle qui teste la perception, l'autoperception sur le niveau des capacités d'intégrer le marché du travail de la personne qui est testée. Il s'agit de deux tests, de deux échelles testées au niveau international, donc ils ont été appliqués dans d'autres pays aussi. Et on a ajouté ces deux échelles au questionnaire de fond. Donc, on n'a pas du tout intervenir sur la batterie de tests cognitifs qu'on a laissée telle qu'elle est, qu'on l'a reçue de l'UNESCO. Après avoir finalisé la traduction du questionnaire des fonds et des tests cognitifs, on a organisé une sorte de test préliminaire et on a questionné à peu près une centaine de participants qui ont été recrutés parmi le personnel de notre université. On a fait vraiment attention au fait que les participants soient issus des milieux les plus divers possibles, et même si on est à Bucarest où on ne se retrouve pas dans un milieu multilingue, on a vraiment essayé d'inclure des gens qui n'ont pas le roumain comme langue maternelle, pour voir un tout petit peu comment ça se passe dans cette situation-là. Ce test préliminaire était très important pour nous, parce que d'abord, on a vérifié, enfin, on a évalué la viabilité de la traduction, mais aussi on a eu une idée plus claire sur la durée d'administration des instruments. Et même si on va travailler avec des gens professionnels qui font qui ont l'habitude d'administrer ce genre de test-là, on a constaté un écart assez important en ce qui concerne la durée estimée initialement et la durée prévue du test et la durée réelle du test. Aussi, on s'est fait une idée plus claire sur les avantages et les désavantages d'appliquer le questionnaire en formule crayon papier ou en formule tablette. On a eu aussi quelques informations supplémentaires qui nous ont aidé à avancer avec les formulations des questions, mais je ne veux pas insister sur ces exemples-là. Par contre, je voudrais adresser les situations dont on a rencontré, disons, un refus de réponse, mais aussi une difficulté de compréhension des questions. La difficulté, enfin, le refus de réponse, on n'a pas eu beaucoup de refus, mais on a pu lier le refus de répondre aux questions parce que plus ou moins durant la même période, on faisait les préparations pour le recensement national qui se déroule une fois chaque 10 années en Roumanie, et peut-être il y avait une plus grande réticence des gens de répondre à ce genre de questions. De l'autre côté, nos collègues qui ont participé au test préliminaire ont observé que les gens avaient parfois l'impression qu'ils sont en train de prendre un test, qu'ils sont testés, que ce sont leurs connaissances testées, et que ça peut, d'une manière ou d'autre, peut avoir des conséquences en ce qui concerne leur futur ou leur travail ou quoi qu'ils se sentent, bref, leur position administrative au sein de l'université. Il faudrait les répéter que c'est un test, voilà, et ainsi de suite. Et je pense que donc le contexte national lié au recensement et le contexte particulier des gens
qui avaient l'impression d'être testés, donc qui avaient l'impression que leurs connaissances sont testées, sont les deux facteurs qui peuvent influencer les réponses aux questions. On a eu aussi des soucis avec la formulation chef de famille qui se trouve dans le questionnaire, mais qui d'ailleurs est la même dans le recensement national. Et on a eu tout un tas de blagues sur Facebook à ce sujet-là, donc pas de surprise que les gens n'ont pas bien réactionné à cette formulation qui est considérée un peu périmée. Et maintenant, on arrive aux défis liés à la collecte des données. Donc, c'était le plus grand souci et le plus grand défi qu'on a eu et qu'on a toujours avec l'application du LIPAS en Roumanie. D'abord parce qu'il faut connaître très bien le contexte et il faut connaître très bien les procédures administratives liées à un test national sur un échantillon représentatif comme c'est le cas ici. On a eu beaucoup de défis administratifs liés précisément au fait qu'on a des procédures presque interminables à ce sujet-là, parce que les procédures se sont en effet changées pendant qu'on était en train de conclure les différents documents visant à lancer une commande publique pour pouvoir engager une compagnie qui puisse appliquer les questionnaires. Et donc, on a enregistré, si vous vous imaginez, un retard de plus de 20 mois avec ce processus de collecte de données qui est assez impressionnant. Parfois, on avait l'impression que peut-être on ne pourra pas arriver à la fin du process, même si un autre aspect important à souligner, c'est qu'il y avait de volonté politique, qu'il y avait de volonté de mener à bien et de voir ce projet arriver à sa fin. Et ceci est aussi un point très important et selon notre expérience, il est vraiment très important de s'assurer, d'obtenir le financement et puis de s'assurer qu'à la prise de décision concernant le projet, la collecte de données et tout ça, soit faite au plus haut niveau possible. Pour ce genre de projet. Parce que si on arrive à ce point-là, les choses sont un peu plus faciles. Les blocages se débloquent, disons. Et aussi, parce que notre projet a duré 5 ans, en 2018, on a prévu des fonds et des financements pour certaines activités. Donc, on s'est imaginé qu'on va avoir tout un tas de choses qui donnaient bien dans nos projections. Puis après, au fur et à mesure, on est arrivé à la conclusion que voilà, on a des activités qu'on n'a pas prévues dans le budget initial et que c'est très compliqué de faire bouger l'argent d'une catégorie à l'autre parce qu'il s'agit de l'argent public et c'est vraiment très, très compliqué. Donc, si c'est possible, selon notre expérience, d'essayer de prévoir du financement pour chaque catégorie, des activités qui puissent, disons, avoir un impact sur les projets. Nous, on n'a pas connu toutes ces activités et c'était vraiment difficile d'arriver à une solution qui soit utile et donc d'une solution d'une bonne solution pour tout le monde. Où on est maintenant, on a dépassé donc l'étape de la traduction, de l'adaptation et on a fait un test préalable des utiles. Et on est en train de finaliser le contrat pour la collecte de données. Et on espère qu'à fin mars, début avril, on pourra tester à nouveau, cette fois-ci à l'aide d'un outil digital, les batteries de tests dans nos universités pour les étudiants.
Puis après, on pense organiser une conférence internationale à Bucarest au sujet de l'alphabétisation des adultes, enfin d'évaluation des compétences de lecture et calcul à Bucarest en mi-septembre. Et puis, commencer la collecte de données à l'échelle nationale et finaliser avec l'interprétation des données collectées. Donc, voilà, c'était ça notre expérience. Et avant de finir, je voudrais encore une fois remercier à l'Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO pour avoir fourni leurs expertises et l'accompagnement constant. Et je souligne à nouveau l'importance d'obtenir le financement pour toutes les activités qui concernent le projet et aussi de connaître très bien toutes les parties prenantes, de communiquer d'une manière constante avec eux et de s'assurer de l'appui au plus haut niveau pour ce genre de projet. Bon, c'est ça. Merci bien pour votre attention et pour le temps accordé.